ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette soirée numéro 2 de la saison 3 des soirées de l'éducation physique et sportive. Alors, ce soir, un thème assez compliqué en apparence, mais on va voir qu'on peut justement le travailler pour qu'il soit compréhensible et partageable par le plus grand nombre. Ce qui s'enseigne en EPS, technique du corps en EPS ou étude des absents. L'EPS semble avoir des difficultés pour nommer ce qu'elle enseigne. La technique est-elle devenue un gros mot de l'éducation physique et sportive? Certains préfèrent parler de motricité ou encore de technique du corps. Les APSA deviennent des supports et non plus des objets d'étude. Elles ne correspondraient plus aux enjeux éducatifs des moments. La culture physique et sportive artistique, au-delà de son importance à être plus cultivée à la sortie d'école, est aussi un levier fondamental pour éduquer aux valeurs de solidarité et d'apprendre ensemble. L'EPS semble vivre une crise d'identité. L'institution cherche, dans un équilibre entre la motricité et le méthodologique et le social, la solution à sa quête. Mais la séparation des mots règle-t-elle le problème? Est-ce qu'elle ne rend pas finalement plus formel l'enseignement de l'éducation physique et sportive? Faut-il désportiviser l'EPS pour mieux faire réussir les élèves et être plus en phase avec la société de demain? Parler de sportivisation de l'EPS, finalement, est-ce que ce n'est pas un obstacle pour penser l'évolution de l'EPS et comprendre sa dynamique et sa transformation? Étudier les absents s'oppose-t-il à étudier des techniques du corps? Quel point commun, quelle différence? Avec nous ce soir, pour en parler, nous avons trois invités. Nicolas Terry, qui est maître de conférence à l'IFEPSA, Christian Couturier, qui est secrétaire national du SNEP, et Virginie Mignot, qui est professeur d'EPS dans l'Académie de Dijon. Alors, avant de commencer cette soirée, notre première rubrique, l'actu de l'éducation physique et sportive. Bonsoir Angèle Gauze, donc tu es secrétaire national au CNPFSU. Alors, on est au lendemain d'une grande mobilisation, et notamment autour de la question du lycée professionnel. Est-ce que tu pourrais, je sais que l'exercice est assez difficile, mais en 2-3 minutes, nous dire quels sont les principaux points qui ont conduit un certain nombre de collègues et d'organisations à se mobiliser par rapport à ce qui est en train de se mettre en place sur la question du lycée professionnel et la réforme dite du lycée professionnel qui est en train d'être engagée. Alors, bonsoir d'abord, bonsoir à toutes et à tous. De façon très ramassée, donc, première mobilisation qui on appelle d'autres sur la question de la réforme de la voie professionnelle a eu lieu hier, avec un appel à la grève et manifestation. Alors, il s'agit d'une réforme annoncée par le président de la République en personne, qui, en gros, consiste à rapprocher le lycée professionnel de l'entreprise, du monde de l'entreprise. En réalité, il s'agit, de notre point de vue au SNEP-FSU, de la soumission de la formation professionnelle en lycée aux entreprises. Je vais donner deux exemples pour faire très court. Il pourrait y en avoir d'autres. Alors le premier est l'augmentation annoncée de 50% de la période de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire la période de stage en entreprise, qui passerait de 22 à 33 semaines dans l'année, c'est-à-dire autant de temps d'enseignement, notamment d'enseignement généraux, de diminuer. En sachant que, pour ce qui nous concerne en EPS, les horaires officiels de l'EPS en lycée professionnel ont déjà diminué dernièrement, situant à 2h30 hebdomadaire actuellement. Deuxième raison, pour finir sur ce premier point sur la voie professionnelle, consisterait à faire en sorte que les chefs d'entreprise privés pourraient co-présider les conseils d'administration des lycées professionnels aux côtés des chefs d'établissement. La mise en marché de l'éducation est la formule que nous utilisons avec la FSU depuis plusieurs années maintenant, là où les choses s'accélèrent quant à ces pratiques contraires à l'intérêt, en tout
cas ce qui me semble être l'intérêt général des élèves. Merci Angelico. Alors, il n'y a bien sûr pas que cette question du lycée professionnel qui a conduit à la mobilisation de hier, puisque c'était une grève interprofessionnelle, et notamment sur la question du salaire et du pouvoir d'achat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors nous en avons déjà parlé dans cette émission, donc je reviens à un certain nombre de points de façon très rapide. Les enseignants entrant dans le métier, les enseignants de paix, donc les enseignants en second degré, dans les années 80, entraient dans le métier avec un salaire qui correspondait à 2,1 SMIC de l'époque, évidemment. Aujourd'hui, les enseignants qui entrent dans le métier commencent leur rémunération à 1,2 SMIC. Chacun aura compris le recul très très important depuis plusieurs décennies en termes de pouvoir d'achat. Alors, le SNEP et la FSU ont un certain nombre de revendications. Je vais en donner 3 sur la question des salaires, donc, qui nous mobilisent et qui nous ont mobilisés hier lors de notre appel à la manifestation et à la grève. La première, c'est revalorisation. La première raison, revalorisation immédiate de la valeur du point d'indice à hauteur de 10%, plus que le rattrapage des pertes subies. Ça me semble urgent. Deuxièmement, il s'agit de la revendication d'un ajout de 70 points d'indice pour chaque échelon sur l'ensemble de la carrière. Et enfin, la revendication pour une carrière complète, évidemment, d'une carrière sans obstacle de grade, pour toutes et tous, jusqu'au dernier échelon du grade le plus élevé aujourd'hui, qui est celui de la classe exceptionnelle. Alors pour finir cette actu de l'EPS, l'agenda du SNEP pour les semaines qui viennent. Eh bien, nous sommes en période de campagne liée aux élections professionnelles qui auront lieu du 1er au 8 décembre prochain. Je vais donner 3 informations rapidement. D'abord, là actuellement, l'ensemble des personnels ont dû recevoir un mail sur les adresses professionnelles, j'insiste là-dessus, sur les adresses professionnelles, avec un lien à usage unique qui nous permet d'activer le compte électeur. Nous invitons tout le monde à réaliser cette opération dès maintenant et de bien enregistrer le mot de passe ainsi généré, choisi par nous-mêmes, et à vérifier les scrutins, que nous sommes bien inscrits aux scrutins pour lesquels nous sommes amenés à voter. Cette étape est incontournable pour nous permettre d'accéder à l'espace de vote du 1er au 8 décembre et pour éviter les embouteillages et les bugs divers et variés au dernier moment. Nous invitons l'ensemble de la profession à réaliser cette opération maintenant. Le deuxième point lié aux élections professionnelles, puisque nous sommes en campagne, le SNEP est reçu sur un certain nombre de ces revendications, organisé pour la 3e année consécutive une semaine de l'EPS qui recouvre un ensemble d'actions, de journées de rassemblement sous diverses formes de la profession pour promouvoir les revendications qui sont les nôtres. Le mot d'ordre pour nous reste pour une mobilisation pour une jeunesse plus sportive. Et donc, c'est bien 4 heures de PS hebdomadaires sur toute la scolarité dont les élèves ont besoin. Et donc, on invite tout le monde à participer activement aux initiatives prises partout sur le territoire par le SNEP et FSU. Enfin, dernièrement, pour terminer, compte tenu des évolutions liées à la loi de transformation de la fonction publique, pour peser pour un fonctionnement paritaire démocratique qui est plus que nécessaire, du 1er au 8 décembre, pour voter SNEP, je clique FSU. Merci Angelico, bonne soirée. Bonsoir. Pour le métier, l'école et l'EPS, je vote SNEP, je clique FSU. Bonsoir, alors Christian Couturel et Nicolas Atterré, merci à tous les deux d'avoir accepté cette discussion et cet échange autour du thème de notre soirée. Alors avant de peut-être commencer à rentrer vraiment dans la question de l'échange, essayer de comprendre les points communs, les différences qu'il y a autour de la façon dont on nomme les choses et dont on conçoit peut-être aussi l'éducation physique et sportive. Christian, une petite question, un regard sur l'histoire. Comment expliques-tu l'éloignement progressif que
que notre discipline a eu de la question des techniques, notamment des techniques des APSA pour être plus clair. Bonjour, donc bon, c'est pas une approche véritablement historique, parce que je suis pas historien, mais je vais juste donner quelques éléments que moi j'estime comme étant des éléments de compréhension de la raison pour laquelle aujourd'hui la technique, mais je dirais aussi plein d'autres termes qui sont liés à la pratique sportive, sont des passagers clandestins de l'EPS. Ça veut dire qu'on n'en parle jamais, mais par contre c'est central et c'est toujours présent, notamment évidemment dans les pratiques quotidiennes. C'est quelque chose d'ailleurs du point de vue disciplinaire, quand je compare avec ce qui peut se passer dans d'autres disciplines, qui est assez fascinant ce qui se passe en EPS, c'est-à-dire on a inventé plein de mots, on a trouvé plein de manières de parler de choses sans les nommer, avec des termes qui pourtant sont des termes partagés, connus, etc. Donc je dirais que voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, voilà, on vit encore, et il me semble que l'origine vient enfin, si on remonte un peu dans l'histoire, moi voilà, je le vois un petit peu comme ça, vient des années, je dirais 60, 70, 80, mais surtout 60, 70, avec la conjugaison de tout un tas de phénomènes qui nous ont amenés, à un moment donné, à déconsidérer les techniques sportives, notamment à cette époque-là, et à les bannir, je dirais d'une certaine manière, petit à petit, de notre langage, voire de nos contenus pour certains. Alors, ces éléments, je pense qu'ils sont assez nombreux, mais on peut en repérer un certain nombre. Alors, je dirais, il y a eu bien sûr ce qu'on a appelé la critique radicale du sport, qui était dans les années 70 quelque chose qui effectivement remettait en cause le système sportif et donc tout ce qui était attenant à ces pratiques. Mais ce mouvement qualifié d'antisportif était aussi lié à finalement une déconsidération de la part du monde de la culture, mais aussi de l'intelligentsia de l'époque, de tout ce qui touchait au fait sportif. Donc ça a été un élément de déconsidération important. Ensuite, mais en même temps, il y a eu aussi une critique politique et sociétale du terme même de technique. Vous voyez la technique comme un asservissement de l'être humain, notamment à la machine, mais aussi finalement à tout un tas d'autres choses. Donc c'était plus lié à l'aliénation dans le regard qu'à une forme d'émancipation. Il y a eu aussi la montée en puissance de la réflexion et des théories qu'on peut qualifier de cybernétiques. C'est-à-dire, en gros, le début ils avaient commencé avant, mais enfin, à ce moment-là, monte en puissance un peu la perspective de la montée des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, qui quand même renvoie à une idée centrale, c'est qu'il y a un centre de contrôle qui est le cerveau, c'est là que tout se passe, et puis il y a le bas de gamme qui est l'exécution, la machine. Et donc l'exécution motrice, voilà, elle est au niveau, hein, c'est une opération de bas niveau. Et donc ça a amené une vision, je dirais, une approche mécaniciste de la technique. Mais quand on se rapporte finalement à la question de l'entraînement ou de l'éducation physique pour l'école, ce qui était en jeu aussi, c'était surtout une critique des méthodes d'enseignement, pas forcément de la critique, mais de la technique en elle-même, mais des méthodes d'enseignement. Et d'ailleurs, en ce même temps, il y a eu aussi la montée en puissance, puisqu'elles existaient là aussi depuis longtemps, de tout ce qu'on appelait pédagogie non directive, etc. Donc, en fait, il y avait une représentation de la technique comme étant un modèle applicationniste. Il y a une technique qui existe, et qui est celle évidemment du haut niveau, et on va la reproduire, on doit apprendre à tout le monde à la reproduire telle qu'elle, de façon un petit peu systématique et non réfléchie. Donc, en fait, ce qui était en jeu, c'était plus effectivement cette critique des méthodes et non pas forcément du contenu même de la technique. Il y a eu encore d'autres choses, c'est que finalement, l'école, elle n'a jamais valorisé véritablement, quand on regarde l'histoire de l'évolution de l'école, elle n'a jamais véritablement valorisé l'approche technique. Quelles que soient les disciplines, voilà, c'est pas quelque chose qu'on met en avant et qu'on a mis en avant et qui, d'ailleurs, ça a produit une forme de hiérarchisation aussi des disciplines, dont le PS était évidemment là aussi plutôt dans le bas de l'échelle hiérarchique.
Et puis, j'ai entendu récemment des choses qui m'ont un petit peu étonné, mais qui participent aussi de tout ça, c'est de dire que finalement la technique, c'est quelque chose de difficile à acquérir, etc., et que donc ça produit l'échec. C'est-à-dire à partir du moment où on met quelque chose de difficile à acquérir, ben, ça produit l'échec, et donc il faut éradiquer ce qui potentiellement produit de l'échec. Et puis enfin, ces dernières années, je dirais, la séparation d'un côté, en essayant de mettre d'un côté ce qui constitue le côté moteur, et de l'autre, ce qu'on appelle encore la compétence méthodologique et sociale, renvoie la technique, et donc la technique du corps, la technique motrice, la technique sportive, à quelque chose qui est finalement très appauvri, puisqu'on n'y voit que l'aspect purement physique. Donc je dirais que pour ma part, évidemment, c'est une erreur scientifique et une erreur pratique, pour ne pas dire une erreur déontologique, mais l'éducation physique a essayé effectivement pendant toutes ces années dans ces textes réglementaires d'inventer toute une phraséologie dont le but est donc de parler de ces choses-là sans finalement en prononçant les mots. Donc voilà, pour revenir, alors évidemment tous les éléments dont j'ai parlé font système et se sont développés ces 30, 40 dernières années de façon différente, mais je pense qu'ils ont été le creuset aujourd'hui de cette mise au banc du terme technique notamment. Merci Christian. Alors, technique du corps en EPS ou étude des abstracts. Alors Nicolas, tu utilises avec d'autres la notion de technique du corps pour identifier les objets d'étude de l'éducation physique et sportive. Et Christian, le SNEP ou le centre EPS et Société utilisent plus volontiers la notion de technique sportive et artistique. Alors, la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, en fait, c'est quoi la différence? Alors, Nicolas, peut-être pour commencer? Bien, bonsoir à tous, et puis merci d'abord pour cette invitation, pour l'organisation de cette soirée. Et puis à toi, Christian, pour cette rétrospective dans laquelle je me retrouve complètement, et je me retrouve complètement aussi dans l'idée de réaffirmer fort que l'objet d'étude de l'EPS s'appuie fondamentalement sur les techniques. C'était des mots aussi de Marguerite dès 2001, qui disaient que même si les enseignants se défendent d'être de simples transmetteurs de techniques, la base de ce qu'ils enseignent est fondamentalement constituée des techniques. Alors, technique du corps, technique sportive, je vais y venir. Mais même si ça semble assez évident et utile, je pense qu'il est important de montrer comment il est facile aujourd'hui de dévier, de se disperser. Parce qu'on a plein d'occasions d'éduquer nos élèves en EPS, un petit peu à côté de l'enseignement de ces techniques, autrement que physiquement, parce qu'on se déplace vers l'extérieur, parce qu'on a du matériel à bouger, parce qu'il y a des déchets à ramasser dans un parc, etc. Et donc on a plein d'occasions d'éduquer, mais finalement on finit par éduquer à l'environnement, à éduquer à la citoyenneté, à des choix, à la santé, à la sécurité, indépendamment de l'apprentissage de techniques que moi je nomme du corps. Alors maintenant, s'agissant de ta question, de la différence entre les deux, j'utilise pas la technique du corps pour minorer la part des techniques sportives, mais simplement pour les inclure dans une expression qui me semble plus synthétique et qui a l'avantage de ne pas multiplier les adjectifs au risque d'oublier le sens du mot qui est devant. Et je pense que c'est une petite maladie en EPS que de rajouter des adjectifs, de coller des adjectifs. Je pense par exemple à la notion de compétence, et puis on va lui mettre derrière une compétence motrice, méthode sociale, ça ne veut plus rien dire, ce n'est plus une compétence. Et donc on a cette tendance quand même à multiplier les termes. Et donc je pense que oui, on peut catégoriser à l'envie des techniques. On peut parler de techniques sportives, de techniques artistiques, de techniques d'entretien. Puis après, pourquoi pas parler de techniques d'escalade, d'athlétisme, de gymnastique, de kayak de mer. Puis si on rentre plus finement, on irait dans des techniques de virage, de sauvetage, d'esquimotage, et puis pourquoi pas en ouverture, en fermeture, avec pagaie, sans pagaie. Bref, je ne suis pas sûr que ce genre de raffinement, ça nous fasse beaucoup avancer. Et puis en plus, je ne sais pas trop où on classerait des techniques comme celles qui permettent de naviguer en toute sécurité, qui ne sont pas proprement des techniques sportives. Je pense que il m'importe, à mon avis, plus de se poser la question de ce qui est permanent. Donc avec cette notion de technique du corps, j'essaie de m'attacher à ce qui est permanent et de ne pas multiplier les adjectifs plus contextuels. Le PS souffre tellement, je trouve, d'un excès de structuralisme, de découpage de l'activité,
que lorsqu'on trouve un terme assez puissant et totalisant comme la technique du corps, je trouve que ça serait dommage de s'en priver. Mais, et je l'accorde, cette expression, elle est trop large. Elle a l'inconvénient de contenir des techniques qui ne sont pas enseignées en EPS, ni même à l'école, qui, je te rejoins, Christian, a tendance à évacuer les techniques, à évacuer même un petit peu le corps. Il y a des techniques, dans les techniques du corps, qui sont des techniques de bricolage, des techniques de pêche, des techniques de chasse, des techniques de massage, de musique culinaire, etc. Et évidemment que tout ça, on ne l'enseigne pas à l'école. D'ailleurs, à l'origine, technique du corps, qui a été introduite par Marcel Mauss dans un cours en 1934, classait les techniques du corps et arrivait à une catégorisation infinie en fonction des âges de la vie. Puis, arrivé à l'âge adulte, il y avait des techniques en fonction des moments de la journée. Et dans ces moments de la journée, on retrouvait effectivement des techniques du corps relatives à différents sports, ce qu'il appelait les techniques de l'activité et du mouvement. Mais ce qui est intéressant, je trouve là-dedans, finalement, c'est que au fondement d'une technique sportive, il y a une technique du corps. Et d'ailleurs, il y a certaines techniques sportives qui viennent de techniques du corps qui n'étaient pas sportives. Je pense au tir à l'arc, au sarbacane, au kayak, au canoë, à la voile, à la course d'orientation, au hockey. Tout ça, ce sont des activités qui étaient liées à des pratiques militaires, à des pratiques de chasse, de survie, à des pratiques de rite, et qui ont été appropriées par d'autres, et qui ont déjà d'ailleurs laissé un petit sentiment d'amertume à des peuples premiers qui ont vu un sorte de génocide culturel quand ils se sont fait un peu plier leur technique du corps. Et je trouve donc plus juste de parler de technique du corps dans les pratiques sportives, artistiques et d'entretien, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de ressemblance entre des techniques sportives, la PR et le javelot, que entre des techniques sportives et artistiques, entre une voile et un tour en danse, ou qu'entre des techniques sportives et des techniques d'entretien, entre un squat et puis un départ dans les seins. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a un intérêt à ramener les techniques sportives, artistiques, d'entretien à leur dénominateur commun, à savoir la technique du corps. Et la technique du corps, comme toute technique, la technique du corps, elle a pour particularité, selon Mauss, d'être un acte traditionnel efficace, ça c'est valable pour toute technique, mais qui caractérise la manière dont les hommes, société par société, et de façon traditionnelle, savent se servir de notre corps. Et quand on va sur cette définition, eh bien, je pense qu'il y a de quoi répondre à des critiques qui ont été faites à la technique que tu as rappelé, Christian, tout à l'heure, sur une vision très dualiste, en décomposant le cerveau, l'exécutant, etc. Comme elle vise l'efficacité, cette technique, eh bien, on ne peut pas détacher l'action de l'intention d'efficacité. Donc, quand on l'enseigne, on ne pourra pas enseigner, détacher l'action de l'intention. Comme elle est contextualisée, on ne peut pas détacher l'action d'une façon d'être à la situation. Et comme elle est reconnue par d'autres, elle invite à avoir du commun entre soi et les autres. C'est donc une notion, à mon avis, qui a la force de considérer le corps, mais sans tomber dans la facilité du dualisme, qui ne sait pas parler du corps autrement qu'en l'opposant à quelque chose d'autre. Et puis enfin, comme cette notion, j'emprunte à Marcel Mauss, je pense qu'il y a une démarche derrière qui est intéressante dans sa démarche anthropologique, c'est qu'il s'intéresse aux techniques du corps car il propose de procéder du concret vers l'abstrait et non pas de l'abstrait au concret. Et je trouve que pour l'EPS, pour notre travail à faire aujourd'hui, notre défi, partir du concret, c'est-à-dire partir des techniques du corps, pour mettre en lumière tout le potentiel de développement, tout le potentiel éducatif, tout ce qu'il y a à gagner en relation avec les finalités de l'EPS en apprenant des techniques du corps, ça me semble plutôt intéressant. Et non pas partir de l'abstrait pour aller vers le concret, comme on fait beaucoup, c'est-à-dire partir de finalités, et puis inventer des rôles sociaux de toutes sortes, inventer des tâches méthodologiques qui n'ont pas forcément de sens, pour concrétiser ces finalités en oubliant ce qu'on enseigne fondamentalement, à savoir les techniques du corps. Donc je reprends juste une petite phrase pour boucler ces propos de Marcel Mauss qui disait « Il faut pénétrer
dans les techniques du corps, c'est là qu'il y a des vérités à trouver. Je pense qu'en EPS, on a intérêt à enquêter, à creuser cette notion, parce qu'il y a sûrement largement de quoi justifier le potentiel éducatif de la discipline. Merci Nicolas. Alors Christian, un peu la même question. Finalement, entre technique du corps, technique sportive et artistique, c'est quoi la différence? Bah, ça dépend, je dirais, sur quel plan on se place. Alors d'abord, il faut qu'on fasse qu'on se mette au moins, qu'on montre un accord au moins sur la notion technique en elle-même. C'est-à-dire que, et moi je pense que c'est important d'y revenir un petit peu et de le réhabiliter fortement. Comme l'affirme Anne-Françoise Garçon, qui est professeure d'université historienne des techniques, elle dit que l'homme est un être technique qui passe son temps à dire qu'il ne l'est pas. La caractéristique de l'humain, c'est quand même sa production technique en grande quantité, qui permet que quand un humain nouveau-né arrive dans le monde, il est outillé. Il y a des choses qui ont été faites pour pas qu'il redémarre à zéro et tout reconstruire. C'est ce qu'on appelle la culture, dont la partie technique est un élément important. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. De ce point de vue-là, l'école a ce rôle de transmettre un certain nombre de choses qui ont été faites et construites par l'humain. Alors évidemment, là où on peut discuter, mais je précise qu'on est effectivement dans le discours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on peut travailler les notions, travailler les termes. Moi, ce que je vois, c'est que les mots, comme je disais tout à l'heure, en EPS, qui sont utilisés pour contourner les faits qui renvoient à la culture sportive, artistique, d'autres types de cultures qui tournent autour des mêmes. Mais moi, pour ce qui me concerne, tout ce qu'on a mis dans le champ, je ne me souviens plus, le champ 5, là, finalement, quand on regarde la réalité des choses aujourd'hui, sont en train de largement se sportiviser. Donc pour moi, ça rentre, je le fais rentrer dans la même chose. Donc technique de quoi? Quand le mot est lâché, quand les collègues l'utilisent à grande échelle, quand on réfléchit plus trop à tout un tas de choses, ça peut poser des problèmes. Alors le premier, moi je pense qu'il faut, même si toi tu le reprends pas à ton compte, mais la notion, comment dire, l'idée dualiste, elle reste présente quand on utilise le terme de corps. C'est très très difficile, sauf à faire un long discours, de faire comprendre que pourquoi utiliser un mot alors qu'en fait c'est l'homme total, dans sa totalité, qui est engagé dans une pratique ou dans une activité. Donc ça renvoie quand même malgré tout, et au bout du compte, à un dualisme dont on a du mal à se sortir avec une certaine idée d'un corps outil, d'un corps objet qu'il suffit d'apprendre à gérer, quoi, d'une certaine manière. Bon, donc, et puis le deuxième, tu l'as cité, mais moi je pense aussi que d'une certaine manière, je dis par rapport à la sphère scolaire et à la façon dont elle est organisée, la notion de technique du corps est beaucoup trop large pour pouvoir spécifier une discipline. Alors, elle est beaucoup trop large parce que des techniques corporelles, il peut y en avoir effectivement dans plein d'autres disciplines et dans d'autres secteurs de la vie, et que donc on puisse nous dire, oui, vous êtes bien gentil, mais enfin, nous aussi on fait ça, nous aussi on fait ça, nous aussi on fait ça. Et donc il y a une difficulté à spécifier véritablement ces techniques corporelles, à quoi elles font référence, quel est le contexte dont tu parlais, et en fait quel est l'objet véritable d'apprentissage. Et donc pour utiliser le terme de technique corporelle, il faut y ajouter dans le contexte sportif, dans le contexte artistique, ou des techniques issues de la culture, machin, etc. Donc, je pense que c'est plus facile et plus, identifiable aujourd'hui de parler de techniques sportives, artistiques, et donc de spécifier le champ disciplinaire dans lequel elles sont issues. Donc, moi, je dirais que, voilà, l'activité de l'élève en éducation physique est une activité principalement technique, dans le sens où on lui demande de se transformer, de mieux faire pour résoudre un certain nombre de problèmes, que cette activité technique est ancrée dans un champ de problèmes que l'humain s'est lui-même construit pour jouer à se développer. C'est-à-dire que l'humain, au cours de son histoire, il a inventé des jeux sportifs, et puis d'autres types, mais
des jeux qui sont dont la fonction et la finalité est de se développer en jouant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est d'une extrême richesse. Et moi, plutôt que de le dénigrer et de le, de rabaisser ça, comme on peut le voir et l'entendre encore dans le discours sur l'éducation physique, je préfère au moins que les choses soient claires et qu'on identifie finalement quel est l'objet réel, quel est le champ de culture dans lequel on puise ces techniques pour faire apprendre aux élèves. Bon. Merci Christian. Alors pour continuer un petit peu la discussion ensemble, je voudrais prendre une phrase de Carol Seb dans un livre qui s'appelle L'apprentissage des techniques corporelles et sportives aux éditions de la revue EPS collection Les essentiels licence STAPS. Plusieurs auteurs ont contribué, dont Antoine Nicolas Terré. Il y a aussi Arnaud de Benzo, Régis Touareg, David Adé, Alain Mouchier. Et alors, j'extrais une citation de ce livre-là, d'un texte qu'a écrit Carol Seb, où elle dit « L'apprentissage des techniques corporelles à l'école est également une fin dans la mesure où l'un des enjeux de l'EPS est l'acquisition d'une culture sportive dont les techniques constituent l'élément essentiel. » Bon, c'est pas rien, hein. L'EPS est l'acquisition d'une culture sportive dont les techniques constituent l'élément essentiel. Parce qu'elle traduit une étape de l'évolution d'une discipline et cristallise l'intelligence de différents acteurs, chaque technique sportive est porteuse de sens. Apprendre une technique sportive, c'est s'approprier des actions, des pensées, des émotions, des sensations vécues par d'autres. C'est ainsi s'offrir la possibilité de s'intégrer dans différents types de collectifs en partageant des dispositions à agir en commun. Alors, penses-tu, Nicolas, qu'en utilisant un autre mot que les techniques sportives et artistiques comme objet d'étude de l'école, que l'école doit étudier des techniques du corps qui ne soient pas des abstracts? Finalement, est-ce qu'il y a des objets, puisque tu dis des techniques du corps, qu'on étudie en EPS, qui ne seraient pas reliés à ce que vient de dire Christian, qui est les activités physiques, sportives et artistiques? Alors, deux choses. Je vais commencer par la conclusion pour répondre explicitement. Dans ma tête, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'enseignant d'EPS que d'enseigner des techniques du corps qui ne prendraient pas sens dans une pratique physique, sportive, artistique ou d'entretien. En utilisant ce terme. Après, comme tu cites ce bouquin, L'apprentissage des techniques corporelles, je me dois quand même une petite précision, et aussi pour répondre à ce que tu viens de dire, Christian, sur le fait d'utiliser le corps qui induit forcément un certain dualisme. Moi, je n'ai pas utilisé le mot technique du corps, tout simplement parce que je trouve, j'ai utilisé un technique corporelle, que dans technique corporelle, il y a un mot de trop. Il y a corporel en trop, parce que pour qui pense que toute activité est incarnée, pour qui pense que penser c'est agir, eh bien forcément que toute technique, même si on ne l'appelle pas corporelle, elle mobilise du corps. C'est du détail, je suis navré parce que je dis ça à un moment où il y a des ouvrages qui sortent sur la notion de technique corporelle, à un moment où dans les programmes d'agrégation interne et externe, il y a la notion explicite de technique corporelle. Voilà, moi aussi j'ai cheminé un peu et je me suis dit quand même que dans cette idée de technique corporelle, bah, ça diffuse par l'adjectif l'idée qu'il y aurait des techniques qui ne seraient pas corporelles. Par contre, il y a des techniques, donc forcément corporelles, qui ne sont pas des techniques du corps, à mon sens. Je prends un exemple tout simple, hein, faire une division sur une feuille, ça mobilise mon corps, c'est une technique, mais le corps n'est pas prépondérant dans la réussite de la division. Donc, c'est pour ça que je fais cette distinction. Alors, pourquoi on utilise cette notion de technique corporelle? Est-ce que c'est une coquetterie? Parce que technique du corps, ça fait un peu dépassé, ça fait un peu désuet. Et puis en EPS, enfin, pas que en EPS, d'ailleurs, on peut avoir tendance à évacuer un petit peu ce qui était un peu plus ancien, tout comme on le fait avec les techniques, d'ailleurs, hein, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On a souvent tendance à évacuer les techniques ancestrales, en pensant que les techniques plus contemporaines ont plus de valeur. Ça, c'est largement discutable. Mais bon, plus sérieusement, en fait, je pense que si on utilise cette notion de technique corporelle, c'est aussi pour trouver une expression plus inclusive. Par exemple, quand Marc Durand, Denis Hobbes et Germain Poisat publient ce bouquin sur les techniques corporelles, en fait, ils le font ils utilisent ce terme pour ne pas interdire à des gens qui travaillent sur la même notion, enfin, qui
qui travaillent sur la même chose, sur le même contenu, pour ne pas les interdire de contribuer, parce que c'est un terme qui est très marqué par la sociologie et l'anthropologie, parce que derrière, c'est Marcel Mauss. Alors que pour autant, Marcel Mauss, au départ, lui, il prévenait bien, il disait bien que les techniques du corps, c'est un montage sociologique. Psycho-physio-sociologique. Et il disait que s'intéresser aux techniques du corps, c'est s'intéresser à l'homme total. 1934. Il nous dit qu'il faut étudier les techniques du corps selon une approche holistique. Alors après, sur le fond, parce que tu as cité aussi un extrait auquel j'adhère complètement de Carolsen dans ce bouquin, tout ce qui est dit finalement sur l'apprentissage des techniques corporelles vaut pour les techniques du corps, parce que quand on a travaillé sur ce livre, on n'a pas fait la distinction. Là, je joue simplement sur le mot. Mais ce que je trouve vraiment important, c'est cette idée que apprendre une technique sportive, c'est s'approprier des actions, des pensées, des émotions, des sensations vécues par d'autres. Ça permet de comprendre que les techniques du corps, ce sont des totalités. Ce ne sont pas que des gestes à reproduire, toute la dérive techniciste, mais c'est un tout qui rassemble du point de vue de l'expérience de ceux qui les ont inventés et de ceux qui les ont affinés, des actions significatives, mais aussi de l'intention, mais aussi du sensible, et puis aussi une relation particulière à l'environnement. Et donc ça suppose que ceux qui ont à apprendre les techniques du corps, donc les élèves, vivent une expérience similaire. Pas seulement de reproduire des actions, mais qu'ils puissent avoir des intentions similaires, avoir des sensations, des émotions, une relation un peu similaire avec l'environnement. Donc pour moi, l'objet technique du corps, il n'existe pas indépendamment d'une activité physique, sportive ou artistique ou d'entretien significatif du point de vue de l'élève. Par contre, et on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, peut-être qu'il y a parfois un quiproquo quand on dit que des formes de pratique scolaire, par exemple, doivent être proposées pour permettre à des élèves de vivre des expériences culturellement significatives. Dit comme ça, moi j'adhère à cette proposition, parce qu'effectivement, je pense que les élèves doivent faire une expérience totale de la technique et pas simplement une reproduction de gestes. Mais peut-être que quand on dit ça, en fait, on a en tête une vision un peu réduite de ce qu'est l'expérience. On a une expérience qui serait réduite à de l'intention ou à de l'émotion, et puis on oublierait en fait ce qui est aussi composant de l'expérience, qui est important, qui sont les actions significatives, qui sont aussi les perceptions. Alors c'est vrai, comme le dit par exemple Yvon Léziard, que le profondément culturel va se nicher dans l'émotion. C'est vrai, comme le dit David Le Breton, que les émotions, c'est des modes d'affiliation à une communauté sociale. C'est une manière de se reconnaître dans un collectif. Mais il n'y a pas que l'émotion et l'intention dans l'expérience technique. Et enfin, voilà, pour juste revenir, je dis bien que dans ma tête, quand j'utilise technique du corps, c'est pour ne pas oublier le mot qui est devant sportive, et certainement pas pour dire qu'on va pouvoir enseigner des techniques du corps qui seraient détachées d'une signification culturelle. Merci Nicolas. Alors on voulait, pour avoir un éclairage aussi autour de cette question-là, solliciter un collègue prof de PS à partir d'une activité, parce que là on aurait pu en prendre diverses et variées. Donc on a sollicité Virginie Mignot, qui est prof de PS dans l'Académie de Dijon. Bonsoir Virginie, et donc qui spécialiste de course d'orientation, spécialiste en tout cas qui a beaucoup travaillé cette activité-là avec ses élèves. Et justement, Virginie, alors je vais faire attention dans les mots que je vais utiliser pour laisser ouvert à la question, mais tu utilises différentes techniques avec tes élèves. Est-ce que tu pourrais nous présenter finalement ce que tu enseignes à tes élèves? Quelles sont les techniques que tu enseignes à tes élèves relatives à la course d'orientation? Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Effectivement, je tourne autour des techniques en course d'orientation avec mes élèves à deux niveaux, au niveau de mes cours en EPS, mais aussi au niveau de l'association sportive du collège. Je vais essayer à travers ma petite présentation de vous illustrer un petit peu certaines conduites et qu'est-ce qu'on peut voir à travers les techniques donc en course d'orientation. Donc, sur mon petit PowerPoint en première image, page suivante, existe-t-il des techniques en course d'orientation? Alors, pour moi, la technique, ça va permettre une grande liberté d'action de la part de l'élève dans son engagement dans l'activité. J'ai distingué, pour résumer, 4 grands thèmes qui tournent autour de la technique. C'est orienter, maîtriser
les représentations mentales que vont avoir les élèves avec ou sans boussole pour pouvoir se diriger. Utiliser le POP. POP, c'est un petit mot qui veut dire plier, orienter, pouce. Ça va nous permettre de maîtriser le « là où je suis ». Suivante. On trouve également deux autres techniques qui sont aussi en relation avec les deux premières. La planification. Donc, la planification, c'est prévoir son itinéraire à l'avance. Ça veut dire prendre des décisions. Et tout ça, ça nécessite des techniques, notamment dans la construction d'une culture commune. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis, on a le naviguer. Le naviguer, c'est arriver à maîtriser ce qu'on a décidé et réaliser effectivement sur le terrain l'itinéraire qu'on a préparé à l'avance. L'objectif pour nous avec nos élèves, ça va être surtout de rechercher qu'ils ne s'arrêtent plus ou qu'ils ne s'arrêtent pas trop longtemps, en tout cas. Mes choix didactiques par rapport à cette technique, je les ai identifiés dans 3 domaines. Le domaine de la culture commune, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est ce qui concerne la légende. C'est un élément fondamental à construire avec les élèves. Donc, on parlait de construire de manière cognitive des techniques. Ça en fait partie pour pouvoir s'orienter avec les éléments du terrain, surtout quand on travaille sans boussole. Ensuite, on a les techniques transversales. Et là, on retrouve tout ce qui va être lié aussi aux autres activités comme la prise d'infos. Donc, la prise d'infos qu'on va avoir sur la carte pour pouvoir savoir exactement ce qu'on cherche, se situer précisément pour pouvoir trouver ma balise, mais aussi une stratégie qui va concerner essentiellement la méthodologie. Voilà, c'est se construire une routine méthodologique, je dirais une technique méthodologique. C'est des étapes du déplacement à venir. Savoir où partir pour éviter toutes les erreurs, qu'elles soient erratiques ou cardinales, comme le souligne AIRRH dans leur ouvrage. Ensuite, je distingue les techniques spécifiques à l'APSA. J'en vois 2 grandes, le POP et l'azimut, mais j'aimerais surtout vous décrire le POP dans la diapo suivante. Donc, le POP, l'élève doit apprendre à plier sa carte. Ça, c'est fondamental pour qu'il puisse arriver à suivre son déplacement sur la carte en permanence. Donc, soit il la plie, soit on donne à l'élève des plus petits supports pour qu'il ait plus de facilité à pouvoir se situer. On parlait tout à l'heure des techniques du corps. Et effectivement, quand on voit le petit bonhomme sur la droite, là, qui est à pleine vitesse, là, il court en maintenant sa carte hyper stable pour pouvoir prendre le maximum d'informations, pouvoir planifier son itinéraire. Et donc, il stabilise le haut du corps, le coude près du corps, la carte tenue à 2 mains parfois pour avoir une meilleure stabilité pour la lecture. Mais du coup, avec mes élèves, comment je vais m'y prendre? Parce que moi, j'aimerais bien qu'ils acquièrent un petit peu cette technique pour leur faciliter le déplacement. Diapo suivante. Avant de vous le décrire, je vais vous illustrer les conduites typiques que l'on peut retrouver chez nos élèves avec une première vidéo qu'on va pouvoir lancer. Vous verrez des élèves qui sont un petit peu débutants. Ils ont déjà vécu 2-3 petites séances. Ils ont compris qu'il fallait orienter sa carte pour se déplacer. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Eh bien, j'espère que je vais bien l'illustrer par la petite vidéo qui va suivre. Sur un petit croisement de gros chemin. Là. C'est du truc. Pas de son. Ouais, on n'a pas le son, mais c'est pas grave. Je pense que je peux parler en même temps. Là, il y a 2 possible. qui se croisent. On va, une fois qu'on va arriver à là, juste au-dessus de la balise. C'est ça, on passe à gauche. On devrait tomber pas loin d'une clôture. Et la balise, voilà, donc en fait, nos élèves là sont en déplacement. Ils essayent progressivement de comprendre un petit peu comment ils doivent planifier leur itinéraire. Ils cherchent sans cesse l'endroit où ils se situent sur la carte. Et du coup, c'est très très lent. Ils sont obligés de s'arrêter plusieurs fois. Ils sont obligés de confirmer plusieurs fois l'endroit où ils sont. Et du coup, c'est un petit peu pénalisant par rapport au déplacement parce qu'ils perdent énormément de temps pour se déplacer. Dans la vidéo numéro 2, on va voir une élève qui en est à sa 7e séance de PS dans nos cycles
de PS, où on pratique essentiellement un environnement urbain, l'orientation de la carte, là, n'est plus un problème. Elle arrive à suivre parfaitement ce qu'elle fait sur la carte en lisant, en marchant. Elle arrive même à accélérer le pas une fois qu'elle a repéré l'élément qui lui était important. Là, on la retrouve au loin, en train de traverser le parc. Elle a identifié son point d'appui avec sa petite technique. Elle rejoint le point d'appui. On va voir qu'elle va pouvoir, elle va ralentir au moment où elle va l'atteindre, mais à aucun moment elle va s'arrêter. Elle va continuer en marchant pour bien replacer son pouce et ensuite elle va repartir. Donc là, on peut voir que les élèves arrivent à finalement construire progressivement cette petite technique qui leur permet de maîtriser le là où je suis. Et ça leur permet de ne plus s'arrêter, c'est donc plus favorable au naviguer. Dans la conduite numéro 3, je vais déjà l'illustrer par la diapo suivante. Je la retrouve avec un petit exercice que je propose à mes élèves qui est la situation du petit train. C'est une situation, sur la diapo suivante, que je retrouve surtout avec mes élèves d'AS et que je construis très régulièrement, quasiment à chaque séance, où on joue ensemble pour rejoindre notre point de départ depuis notre petit parking. Et donc, les élèves se suivent à la queue leu-leu et ils doivent, chacun leur tour, passer devant et suivre précisément le trait qui est dessiné sur la carte, comme vous pouvez le voir sur les petites cartes qui sont à droite de l'écran. Il y a deux modèles en fonction des groupes avec des circuits plus courts, en fonction de ceux qui ont le plus de difficultés. Il peut y avoir plusieurs variables pour permettre de faire évoluer. Dans la petite vidéo que vous allez voir, qu'on peut lancer, vous allez voir que le dernier joueur n'a pas de carte. Donc là, c'est des élèves qui ont déjà un bon vécu au niveau de la pratique AS. Ils ont au minimum une année de pratique, on va dire, sauf pour les deux plus jeunes. Et donc là, ils sont partis. Donc, vous voyez tout de suite qu'ils font le petit pliage de la carte pour pouvoir la maintenir de manière plus aisée. Ils identifient rapidement les éléments, ici la souche, pour changer de direction comme c'est indiqué sur la carte. Et le tout sans s'arrêter. Et là, on voit le dernier joueur, enfin le premier joueur qui passe la carte au dernier joueur. Et là, elle est obligée de retrouver rapidement là où elle est. Voilà, donc de replier sa carte pour refaire la petite manip et recomprendre où elle est pour pouvoir suivre et retrouver le fil du jeu la prochaine fois qu'elle passera 9 ans. Voilà, voilà. Dans les petites variables, on peut voir, on peut ajuster aussi pour que les élèves soient dans des situations plus facilitantes. Quand on démarre, quand je démarre, par exemple comme aujourd'hui avec mes débutants, on fait le petit jeu en marchant. Voilà, chacun son rythme. L'important, c'est d'arriver à trouver la technique pour que progressivement, on arrive à la course. En tout cas, les techniques sont incontournables pour moi pour aider l'élève à progresser et trouver du plaisir dans l'activité CO. Voilà, voilà. J'en aurais terminé pour ma petite présentation. Merci, merci Virginie de ta présentation. Alors, on va continuer notre échange avec Christian Couturier, donc, qui est secrétaire national du SNEP, et Nicolas Terré, qui est maître de conférence. Il faudra que tu me dises quand même le sigle, ce que signifie tout à l'heure. IFEPSA, voilà, en termes de sens. Alors, Christian, le SNEP considère que les techniques se suffisent finalement à elles-mêmes comme objet d'étude de l'éducation physique et sportive. Donc, dans ce qu'on vient d'entendre sur la présentation de la présentation, est-ce que pour toi, ce que vient de décrire Virginie en termes d'étude des techniques qu'elle peut proposer à ses élèves, pourrait finalement se suffire comme définition de l'EPS, et que le reste, je fais référence notamment aux compétences méthodologiques et sociales, aujourd'hui un certain nombre de rajouts qui est fait sur la question de l'éducation physique et sportive, serait du superflu? Oui, c'est du superflu si on a une définition restrictive de la technique. Mais je crois que tout à l'heure, tu as développé cette idée de la technique qui n'est pas une idée justement restrictive et sur à laquelle j'adhère. Donc j'y reviens à un moment donné pour enfoncer le clou si c'est encore nécessaire. Toute personne qui est passée par des apprentissages
sportif, artistique, c'est que quand on apprend pas seulement le savoir-faire, la chose motrice en elle-même. On apprend sur soi, on apprend les autres. Pour reprendre un terme de Yves Clos, apprendre une technique est une activité doublement sociale. Elle est sociale parce que la technique en elle-même est un produit social. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de gens qui ont fait évoluer cette technique pour l'amener aujourd'hui à être une solution efficace, etc. Il y a toute une histoire qui est déposée, il y a des conflits même pour arriver, il y a eu des conflits pour savoir quelle était la bonne, etc., qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Bon, bref. Et moi, quand je rencontre la technique, c'est à moi apprenant quand je rencontre la technique, j'ai cette activité sociale qui me fait rencontrer, je dirais, dans un contexte, a fortiori quand on est à l'école, dans le contexte d'une classe, avec un professeur, etc. Donc, et là, je dois me faire aider, je peux donner des conseils, etc. Donc, si on a cette vision je dirais, non séparatiste de la technique par rapport aux idées aujourd'hui de motricité d'un côté et puis de méthodologique et sociale de l'autre, alors oui, l'apprentissage des techniques constitue effectivement l'essentiel des apprentissages en éducation physique. De mon point de vue. Donc, apprendre des techniques, alors après, il y a la question du choix. Ça, c'est encore un autre débat sur quelles sont celles qui vont être déterminantes ou potentiellement les plus intéressantes à éduquer. Mais apprendre ça nous fait, pour reprendre la formule de Maurice Porte, ça nous fait vivre une tranche de vie handballeur, nageur, etc., etc. Donc, je suis pour ma part, en tout cas, si on adhère à cette idée que la technique n'est pas quelque chose d'asséché, quelque chose de simplement un résultat moteur à quelque chose, à ce moment-là, oui, ça peut suffire. Mais moi, je pense qu'on peut aller au-delà et pour essayer je voulais apporter un éclairage par rapport à ce que, par exemple, quelqu'un comme Daniel Boutier, professeur d'université, et puis ceux qui ont travaillé dans son sillage, introduisent du point de vue de la question de la technique en introduisant la notion de registre de technique. Et dans l'activité qu'on mène, on parcourt 4 registres quand on apprend une technique. Il y a le registre de la maîtrise, qualifie de registre de la maîtrise, comme son nom l'indique, c'est maîtriser le geste, la trajectoire, enfin un certain nombre de choses. Il y a le registre de la lecture, concerne toutes les modalités de prise d'information et de décision attenantes à cette prise d'information. Il y a la logique qu'ils appellent la logique de transformation, c'est-à-dire l'intégration des conditions et des procédures d'évolution, comment j'évolue dans l'apprentissage de la technique, et le registre de la participation, c'est-à-dire l'ensemble des rôles qui permettent à un moment donné à une pratique de se réaliser. Donc tout ça faisant système est en jeu, effectivement, au moment de l'apprentissage, et donc dans la transmission des techniques. Pour moi, cette manière d'aborder les choses est autrement plus inspirante que celle de séparer encore d'un côté la motricité, on va dire aride, c'est-à-dire sèche, et puis de l'autre côté du méthodologique et social. Donc, je pense qu'à moins de considérer l'activité technique, on ne fait pas ici, je pense qu'on est d'accord là-dessus, comme une activité de bas étage, oui, je pense qu'il faut réhabiliter l'activité technique au cœur de l'éducation physique, et je dirais même qu'il faut se bagarrer, comme finalement les enseignants de PS l'ont fait pendant toute une période et qui font peut-être moins qu'aujourd'hui, à l'intérieur même de l'école. De valoriser cette dimension-là à l'intérieur de l'école qui, pour l'instant, ne valorise pas trop ce registre d'apprentissage culturel. Donc, je dirais que le problème qui reste dans la tête de beaucoup de collègues, à mon sens, c'est la question des méthodes pour apprendre la technique. C'est-à-dire que c'est plus les questions pédagogiques qui sont problématiques, c'est-à-dire en gros, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, vas-y, répète, etc., etc. C'est plus ça qui peut éventuellement poser problème que le contenu même de, il faut apprendre un APR, un salto, etc., qui sont porteuses de toute cette richesse culturelle. Donc, voilà, pour répondre, je dirais, si on va dans le sens de ce qu'on a développé sur la notion de technique, alors oui,
c'est déjà, je dirais, si l'éducation physique faisait ça, ça serait déjà bien. Nous avons vu passer récemment sur le travail, par exemple, sur des projets de PS qui demandaient une entrée par les finalités pour ensuite redescendre vers le choix de ce qui devrait s'étudier dans les APS. Alors, un peu autour de cette question-là, je trouvais que ça fait vraiment écho à ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, sur la façon d'entrer et de penser la discipline. Est-ce que finalement, notre discipline, en voulant, c'est un peu l'hypothèse que moi je fais, épouser une certaine forme scolaire, on n'arrive pas à confondre l'enseignement des finalités avec celle de l'objet d'étude de l'éducation physique et sportive. Alors, Nicolas, puis après Christian. Oui, alors, à la fois sur cette question, et puis pour revenir sur ce que tu viens de dire, Christian, je pense qu'effectivement, quand on a des finalités qui sont affichées, soit on fait ce qu'on fait un petit peu en ce moment, c'est-à-dire on essaie d'y répondre docilement, scolairement, dans la conformité, et donc on enseigne ces finalités pour elles-mêmes, dans des rôles un peu décontextualisés. On n'éduque pas, physiquement pas, mais on n'éduque pas. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie dérive, il faut faire attention à ça. Soit on assume qu'on n'éduque pas l'apprentissage des techniques du corps, voire même, et là je te rejoins, Christian, on peut même être des ambassadeurs dans un établissement pour dire que, un, le corps a sa place, et deux, les techniques ont leur place. Quand on voit comment elles ont disparu, elles ont déserté les cours de technologie, les cours d'éducation musicale, comment tout ça s'est devenu un petit peu un gros mot, et que finalement ça amène à des élèves qui se connectent plus au monde, quoi, qui n'ont plus l'occasion d'être en prise avec le monde physique. Et puis, le problème, c'est que cette vision un peu facile d'enseigner des finalités, elle peut être soutenue par une lecture rapide des programmes actuels. Dans les programmes actuels, on voit bien qu'on a des compétences générales au collège ou des objectifs généraux au lycée qui sont tous mis sur un même niveau. On a au même niveau l'enrichissement de la motricité, dans lequel on peut trouver l'apprentissage technique, un tout petit item de la CGU au collège. Et puis, au même niveau, on a la santé, le savoir s'entraider, la prise de responsabilité, etc. Et donc, par conformisme, c'est même la matrice du socle qui définirait notre discipline. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour dire, moi je pense que le socle, c'est un super idéal. Et évidemment que ça doit être un GPS. Mais c'est un beau GPS que si d'abord on est solide et qu'on sait auparavant quel est notre objet d'enseignement. Et puis tout ça, en plus, ça rencontre, je pense, une habitude, alors chez les enseignants et encore plus chez les candidats ou les étudiants, une habitude à isoler. On parle souvent de moteur, méthodo, social, comme si les trois devaient s'enchaîner. On a une habitude à avoir ces excès de structure pour faciliter les démonstrations. Et donc, on mutile l'activité de l'élève. On casse un peu cette dimension qui est par nature holiste, en renonçant à l'essentiel, à se poser la question vraiment de ce qu'il y a d'éducatif dans l'apprentissage des techniques du corps. Et c'est pas parce que ces catégories, elles font fonctionner la discipline, elles font fonctionner les profs. Alors, on ne peut que le constater, hein, et ça crée la culture commune. Et c'est pas parce qu'elles font fonctionner qu'elles ne sont pas discutables et qu'elles sont forcément pertinentes. Alors, moi, je pense qu'il faudrait procéder en deux temps, quoi. Il y a un premier temps où il faut dissocier les finalités et dissocier les techniques du corps qui méritent d'être apprises et qui constituent l'objet d'enseignement. Pour après, dans un second temps, effectivement, sélectionner les techniques du corps qui méritent d'être enseignées compte tenu de ces finalités ou compte tenu des objets. Mais notre point de départ, notre terreau, doit bien être celui-ci. Donc on doit être capable de dire que c'est par des techniques corporelles que des élèves prennent des responsabilités. Quand ils sont pareurs, ils apprennent une technique corporelle. Quand ils sont joueurs, ils prennent des responsabilités, ils sont au service des autres, parce qu'ils vont aller fixer un défenseur et qu'ils mettent en bonne condition un partenaire. On éduque à l'environnement parce que les élèves ont l'occasion de prendre une inspiration forte, de flotter dans l'eau, de sentir cette eau qui pousse, qui les fait flotter. Et c'est là qu'on crée de la relation avec l'environnement. On estime des fatigues, on mesure des ressentis, pas en remplissant des carnets, mais parce qu'on sait varier volontairement un rythme de contraction en musculation, etc. Quand on vise la vie active, une pratique durable, physique, c'est pas qu'une question de motivation, d'engagement, mais c'est aussi une question d'apprentissage moteur à partir de techniques corporelles. C'est parce que j'apprends à nager
que je vais pouvoir m'autoriser à investir différentes activités plus tard et que je m'ouvre des possibles. C'est pour ça que c'est ce qui va m'éduquer au choix aussi. C'est parce que j'apprends que je m'ouvre des possibilités de choisir. Donc vraiment, je pense que la spécificité de l'enseignement, c'est de contribuer à un projet global d'éducation. Ça, je le trouve très beau, ce projet du socle, mais par l'apprentissage de techniques du corps. Alors après, ça suppose aussi de se poser la question de qu'est-ce que vivent les élèves quand ils apprennent telle ou telle technique du corps. Et donc, de se poser la question, est-ce qu'il y a des techniques qui, compte tenu de l'expérience qu'elles donnent à vivre, méritent plus que d'autres d'être enseignées. Et là, effectivement, je pense qu'il y a toutes les techniques ne méritent pas autant que d'autres d'être enseignées selon les finalités qu'on vise. Je prends un exemple, alors je suis désolé, je prends souvent cet exemple-là d'une éducation physique à l'environnement, qui serait beaucoup plus simple à réduire à des gestes éco-citoyens, et dire bon, on fait le job parce qu'on rend l'espace plus propre quand on y repart que quand on est arrivé, ce qui est déjà très bien. Mais en fait, quand on prend des exemples vraiment de techniques, moi pour enseigner le kayak à mes élèves, ben, il y a des techniques d'esquimotage, par exemple, qui entretiennent avec une pagaie européenne un rapport agressif à l'eau, qui sont toniques, on sort vite de l'eau, on se bat contre l'eau pour sortir de l'eau. Et puis il y a des techniques plus ancestrales, des techniques des Inuits, qui ont affiné ça pendant des siècles et des siècles, avec une autre pagaie, qui amène à entretenir une autre relation à l'eau, qui laisse l'eau agir sur soi, qui nous permettent de voir l'eau comme une ressource, qui nous font la respecter et non pas en disposer. Ben ça, par exemple, un établissement qui se dit non, on met le paquet sur la relation à l'environnement, ben ça peut aller jusqu'à ce choix de technique. Donc je pense que pour chacune des finalités, il y a des techniques qui méritent peut-être plus que d'autres d'être enseignées, parce qu'elles n'engendrent pas les mêmes expériences. Et c'est par l'expérience qu'engendre une pratique technique qu'on va pouvoir justifier notre contribution à des finalités, et non pas en inventant des rôles un petit peu artificiels. Mais tout ça, c'est peut-être aussi, ça a à voir aussi avec la façon d'enseigner. Une technique en soi ne sera pas éducative, mais si je prends le crawl par exemple, bah, il y a des façons d'enseigner le crawl qui induisent un rapport un petit peu agressif à l'eau, où je cherche à dessiner des S, je cherche à accélérer mon trajet moteur, et puis on peut aussi dire aux élèves, bah, essaie de sentir si tu as bien un meilleur appui dans l'eau quand tu fais un S, quand tu accélères, essaie de voir si tu ne ressens pas des turbulences dans l'eau quand tu as un trajet rectiligne. Et donc, toutes ces perceptions, c'est ça qui va être intéressant, mais ça suppose aussi une certaine manière d'enseigner pour aller chercher aussi le sens, et pas que le geste qu'on voudrait imprimer à l'environnement. Merci. Alors, Christian? Oui, Nicolas dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais par rapport à la question que tu posais exactement, je vais faire une petite digression. Parce que tu as utilisé le terme de forme scolaire. Il y a eu une émission récente là-dessus, mais je voudrais juste dire un mot, parce qu'à mon sens, il y a quand même un malentendu là-dessus. La notion de forme scolaire, c'est une notion issue du monde sociologique et historique. C'est-à-dire, c'est 1900, 1980, exactement. C'est pas du tout un concept didactique. La notion de forme scolaire, c'est une tentative de description à un moment donné sur la manière dont l'école s'organise pour transmettre au plus grand nombre, etc. À un moment clé. Donc, par exemple, le cours magistral est une expression de la forme scolaire. Par exemple, en éducation physique, si on changeait et que, par exemple, on donne aux élèves des choses à apprendre en dehors de la classe, principe de la classe inversée, et que pendant le cours, on valide ou on vérifie que, on changerait d'une certaine manière la forme scolaire actuelle qui est, bon, le cycle il se suffit en lui-même. Si on travaillait plus sous forme de cycle, on changerait la forme scolaire de l'éducation physique. Donc je dirais de ce point de vue-là, le terme forme scolaire il est issu de ça. Donc c'est pas du tout un concept didactique. Et donc ce qu'on met aujourd'hui sous forme scolaire de pratique ou forme de pratique scolaire, c'est autre chose. C'est une manière de traiter l'activité pour qu'elle soit appréhendable, etc. Donc, je pense qu'il y a une confusion et qu'il faut, je voulais le dire, parce que, voilà, si on parle de ça à l'extérieur, on ne se fait pas forcément comprendre et autant le rappeler. Et pour répondre directement à la question et un peu dans le fil de ce que je disais tout à l'heure,
depuis le début, un petit peu que je répète, c'est que l'hypercentration sur la question des finalités, parce que je pense que d'une certaine manière, l'éducation physique peut souffrir d'une hypercentration à un moment donné là-dessus, justement parce qu'il y avait un dénigrement des apprentissages concrets et des apprentissages techniques qui sont au cœur du truc. Et donc, c'est je pense, dans le cheminement historique, une manière de contourner le problème et d'une certaine manière, le problème de la hiérarchisation des savoirs et des connaissances dans le système scolaire, et d'une certaine façon d'anoblir un peu l'éducation. En disant, ben, regardez, nous, citoyenneté, solidarité, etc., etc. Mais le problème de ça, c'est que, d'abord, la question des finalités, c'est pas le problème spécifique de l'éducation physique. Les finalités, comme le dit très justement Alain Hébrard dans une dernière revue de la EPS, là, dans un interview qu'ils font, il dit les finalités, c'est celle de l'école. Il n'y a rien qui différencie l'EPS des autres disciplines de ce point de vue-là. Et donc, du coup, finalement, si on fait la même chose que tout le monde, finalement, on sert à quoi? Et comment on est reconnu et spécifié dans notre champ? Et donc, je dirais d'une certaine manière, si on ne fait pas attention aujourd'hui, c'est pour ça que la discussion là, est intéressante de ce point de vue-là, parce que je crois qu'on partage avec cette idée de remettre au cœur un petit peu de la question de la technique, eh bien, on risque de perdre sur tous les tableaux. C'est-à-dire que du point de vue des finalités, quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à démontrer que l'EPS est meilleur que les autres pour faire un bon citoyen. Il n'y a aucun élément ni d'évaluation, qui va nous permettre sur le long terme de faire ça. Donc on va perdre. Ben oui, mais alors si vous ne faites pas ça, à quoi vous servez, quoi. Donc on peut perdre de ce point de vue-là. Et puis finalement, et là je voudrais faire juste une petite incartade du côté de la formation, parce que j'y reviendrai peut-être par la suite si on a encore un petit peu de temps. Mais il me semble que de ce point de vue-là, la perte, je dirais, des connaissances qu'on peut avoir justement sur les éléments techniques. Bon, moi j'ai la sportive ou artistique, toi tu les appelles techniques du corps, ok. Mais finalement, de ce point de vue-là, on peut perdre aussi du point de vue des contenus, c'est-à-dire de ce que les élèves apprennent concrètement, qui eux-mêmes vont nous renvoyer à un moment donné, ouais, mais attendez, il y a une éducation physique, bon, si c'est pour remplir une feuille de match et puis pour aider mon copain ou lui dire attention, fais pas ci, fais pas ça, finalement, ça va nous poser des problèmes. Donc, voilà, je dirais le risque, pour moi, il est là, et donc, du coup, voilà, je redis la même chose depuis le début, sous différentes formes, mais il est temps qu'on se ressaisisse du point de vue de ce qui est à l'étude en éducation physique, et je dirais que de ce point de vue-là, il y a un problème quand même majeur qu'on a depuis un certain nombre d'années, on le dénonce systématiquement, mais que les lieux de réflexion, les lieux de débat sur ça aujourd'hui, à grande échelle, eh ben, on les trouve plus. On les trouve plus. Bon, le SNEP, à travers des webinaires, des invitations, des colloques, des epsiliades et autres choses, participe grandement à en maintenir un petit peu le flot. Mais sinon, donc, il serait quand même grand temps que je dirais, la communauté EPS dans son ensemble reprenne un peu le chemin de la discussion, comme on le fait ici, même avec des nuances, des oppositions, voire des oppositions complètes, peu importe, et comment on reprenne le chemin de ces discussions-là, parce qu'elles sont aujourd'hui déterminantes. Alors, merci Christian je reprends la fin de ton propos, Nicolas, où tu faisais référence aux techniques du crawl, en disant qu'il y a différentes façons de travailler ce rapport à l'eau, entre un rapport à l'eau qui serait seulement en disant je rentre mon bras rapidement, je l'accélère, je fais un S, ou tu faisais référence à notre stratégie qui est de questionner l'élève en disant chercher les points d'appui. Alors finalement, est-ce qu'on n'est pas sur les modalités de l'étude de ces différentes techniques plus que sur la technique elle-même? Et est-ce que vous ne pourriez pas revenir sur, vous avez fait tous les deux je crois référence à cette différenciation nécessaire et importante entre les techniques et l'objet et la façon dont on utilise ces techniques. Quelle place elles doivent avoir dans la définition de notre discipline? On a parfois l'impression que certaines modalités d'études prennent tellement de place qu'elles pourraient presque remplacer l'objet d'étude même et devenir technique. Je fais référence par exemple
à un certain nombre de modalités d'études qui peuvent accompagner cette étude des techniques et qui sont constitutives de certaines situations un peu plus totales que, par exemple, les sciences fait référence, à savoir celle d'arbitre, de juge. Si je fais référence à la savate, par exemple, le rôle du juge est déterminant et central dans la façon dont on va pouvoir boxer. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, finalement, sur technique, modalité d'études techniques et éducation physique et sportive? Est-ce que la confusion des genres, finalement, n'entretient pas aussi une certaine illisibilité du point de vue de ce que serait notre discipline? Oui. Alors, en fait, effectivement, je pense que on peut avoir des modalités d'études qui soient déconnectées d'un objet d'étude, mais je ne pense pas qu'on puisse détacher l'objet d'étude de ces modalités. Je vais l'expliquer. Pour moi, l'objet d'étude, il contient des modalités. Pourquoi? Parce que tout simplement, je considère que la technique, elle est forcément située, elle s'inscrit dans une situation qui prend sens pour l'élève, et pas seulement pour celui qui l'a inventé, elle est située pour celui qui l'a inventé, on ne peut pas la comprendre, son émergence, si on ne comprend pas la situation de celui qui l'a inventé, mais aussi pour celui qui l'apprend. Et donc, quand on adhère, comme moi, à l'hypothèse de l'inaction, c'est une des hypothèses que je prends comme acquis dans mes travaux et qui m'anime dans ma pratique, eh bien, on essaie de ne pas détacher artificiellement le fond de la forme, l'action de la situation. Et ça va mieux de parler d'action et de situation, d'ailleurs, que de forme, parce qu'effectivement, là aussi, je trouve que ce qui est important de dire, c'est qu'il faut trouver une situation qui prend sens pour l'élève, dans laquelle la technique prend sens, et non pas une forme de pratique qui est une notion effectivement assez générale. Mais en tout cas, je ne la déconnecterai pas de la technique, parce que ça veut dire que des actions efficaces, elles sont nécessairement couplées à une situation dans laquelle on apprend. Ça signifie, pour être un peu plus précis, qu'apprendre une technique, ça consiste, du point de vue de l'activité d'un élève, à construire une expérience type. Et cette expérience type, elle agrège de l'intention, de l'action, de la perception, de la sensation. Et donc le contexte dans lequel les élèves sont placés pour apprendre des techniques n'est pas vide de contenu. La technique est dans la façon d'être, dans la situation, autant que dans le geste à reproduire. Mais elle ne doit pas être que dans la façon d'être, la situation. Et donc ça a pour conséquence de ne pas réduire l'enseignement de technique, on l'a dit plein de fois, à des règles d'action. Apprendre une technique, c'est apprendre à la fois des actions, des perceptions, des intentions. Et ça, c'est pas facile à faire passer parce qu'on a une habitude, on a une culture commune dans la profession qui est de faire des tableaux, des colonnes étanches, de dissocier les choses. Et donc, au contraire, ça invite plutôt à envisager le tout. Je prends un petit exemple. Quand en escalade, je pense que c'est important d'apprendre à transférer son poids du corps. Le posé, chargé, poussé, pardon. Eh bien, en même temps, il faut aussi travailler sur l'intention qui serait de s'élever. Et cette intention, elle n'est pas de fait présente chez les élèves. Il y a des élèves, l'intention, c'est de ne pas tomber. Donc, enseigner le posé, chargé, poussé à un élève qui est là pour ne pas tomber, ça ne va pas prendre sens. Donc, l'intention mérite autant d'être enseignée et en même temps, si possible, que l'action. Et les perceptions, même chose. Ce n'est intéressant que si l'élève a l'occasion de faire l'expérience d'un appui plus solide quand il pose, charge et pousse. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de ne pas omettre dans les contenus tout ce qui caractérise l'activité technique du dedans de l'élève qui est en train d'apprendre. Et là, on pourra tirer vraiment profit en termes éducatifs de ces apprentissages. Et surtout pas de réduire ça, évidemment, à des formes gestuelles. Complémentairement, cette ambition, elle invite aussi à un mode de relation particulier avec l'enseignant. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas trop le lieu de développer, mais ça suppose aussi un mode de relation. Si l'enseignant, il accepte d'interagir avec un élève qui n'est pas là que pour réciter, pour imiter ou pour recopier, mais qui est là aussi pour partager ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Jacques Soury parlait d'interagir avec un élève ressentant plutôt que récitant. Et je trouve que cette idée technique, ça parle plutôt bien. Donc ça veut dire avoir un mode de questionnement, par exemple, qui ne soit pas technocentré dans le sens centré sur la représentation que le prof se fait du geste juste, mais un mode de questionnement plus égocentré qui accepte d'enquêter sur la situation qu'il est en train de vivre, ce qu'il cherche vraiment à faire en termes d'attention, ses réelles perceptions et non pas celles qui sont dominées par le prof,
et puis les actions effectivement qui sont significatives pour lui. Voilà, je ne développe pas plus là-dedans, mais encore une fois, c'est pour dire que on ne peut pas détacher l'action de la situation, la technique de ses modalités d'études et les modalités d'études d'une relation particulière à l'enseignant et à sa vision généreuse de la technique. Merci Nicolas. Christian? Oui, je suis d'accord sur la mise en avant du fait que les techniques, chacune, induit un certain nombre de choses, y compris du point de vue de l'apprentissage, qu'on ne peut pas détacher et qui font qu'on n'apprend pas pareil à nager qu'on apprend à jouer au handball ou à faire, etc. Il y a des choses qui sont induites par la technique elle-même. Mais moi, je voudrais profiter du moment là justement pour dire que, et je crois que l'exemple qui nous a été montré tout à l'heure par la collègue est parlant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que voilà, on cerne l'objet d'étude, on voit, et la collègue qui le fait maîtrise ces objets d'étude. Et je pense que là, il y a une nécessité absolue de la part de l'enseignant de maîtriser ce qu'il enseigne. Or, il y a quand même un problème, je l'ai évoqué tout à l'heure, je voudrais juste en dire deux mots. Les réformes successives de l'université et de la formation sur ces 20 voire 30 dernières années font qu'en éducation physique, par exemple, pour former un professeur d'éducation physique, on a perdu, pas loin de la moitié des horaires qui étaient auparavant dédiés. Ce qui fait que qu'est-ce qui a le plus pâti de la formation, c'est ce qu'on pourrait appeler l'approche technologique des APSA, c'est-à-dire théorie pratique pour aller vite, des activités physiques et sportives. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des enseignants qui ne maîtrisent pas, qui ne maîtrisent plus ce qu'ils ont enseigné. Donc, du coup, il y a une forme d'échappatoire vers tout ce qui est annexe, tout ce qui est au-delà et qu'on pourrait critiquer tout à l'heure, et qui fait que finalement, ça se satisfait bien de cette situation parce que, et donc, pour pallier à ça, à minima, il faudrait une formation continue qui soit solide. Et cette formation continue, même là-dessus, on ne l'a pas. Et pourtant, le besoin, il existe. Quand on fait, nous, dans le cadre syndical, des stages sur les programmes alternatifs, par exemple, sur une activité, on fait le plein. Les collègues, ils ont besoin de travailler sur ces choses-là parce qu'ils voient bien que c'est là-dessus que ils ont éventuellement des manques. Donc, je pense que malheureusement pour nous, la formation, ces évolutions nous mettent face à d'énormes problèmes sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas de solution, en tout cas pour véritablement donner la discipline à toutes ces lettres de noblesse telles qu'on disait tout à l'heure. Mais peut-être pour aller au-delà de ça, je pense que la manière dont on a posé le problème depuis tout à l'heure, et si, encore une fois, on accepte de rester sur ce registre-là et qu'on perçoit bien que effectivement la technique ou l'apprentissage des techniques n'est pas quelque chose comme ça, c'est pas une coquetterie, j'utilisais au tout début le terme de coquetterie par rapport au corps, mais là c'est une coquetterie, c'est véritablement quelque chose d'important à travers tout ce que l'apprentissage de ces techniques suscite comme registre. Je les ai évoqués tout à l'heure à travers une forme de modélisation qui a été faite. D'une certaine manière, le discours qu'on tient, c'est aussi une façon de réhabiliter l'éloge du pédagogue, de mon point de vue. Pour paraphraser Philippe Mérieux, pourquoi? Parce que l'enseignant, dans ces contextes-là, s'il est libéré dans sa tête de la maîtrise de l'objet qu'il doit enseigner, à ce moment-là, il doit mettre toute son énergie au service de la mise en place du contexte d'apprentissage le plus efficace, le plus favorisant, le plus tout ce qu'on veut, qui permette réellement à tout le monde d'apprendre, toutes et toutes, d'apprendre dans le cadre scolaire qui nous est fixé. Et je dirais que de ce point de vue-là, son rôle de concepteur pour identifier quelles sont les manières de faire, quels sont les outils, quels sont les environnements les plus propices à générer chez l'élève l'envie d'apprendre, de se transformer, etc., etc. Et je crois que là, on touche du doigt je dirais, la composante qui fait de nos métiers quelque chose de passionnant et qui fait que finalement nous sommes encore des cadres A de la fonction publique, des concepteurs,
C'est-à-dire qu'on a des outils, on a des objets d'apprentissage qui sont des objets complexes qu'il nous faut très bien connaître, et on a un rôle de concepteur, là, du point de vue pédagogique, qui consiste à faire tout ce que je peux, dans un cadre bien sûr déontologique, etc., pour amener tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, c'est pas les meilleurs, c'est pas, etc., c'est tout le monde. Si on décide que apprendre à nager le crawl sur 25-50 mètres, c'est déterminant, moi je pense, même sur des distances un peu plus longues, c'est déterminant, à ce moment-là, il faut qu'on donne les moyens aux enseignants de libérer leur créativité et en même temps de multiplier à la fois au plan organisationnel mais aussi au plan relationnel tout ce qu'il faut pour que l'élève, à un moment donné, se sente dans une bonne situation. Donc, je dirais d'une certaine manière, revenir sur la technique, c'est aussi faire l'éloge des pédagogues derrière, pour pouvoir faire en sorte que cette technique-là, elle soit véritablement acquise par tous et toutes. Merci à tous les trois pour cette soirée, et puis pour finalement sur un sujet qui aurait pu sembler complexe, eh bien de nous avoir permis de le penser et puis de réfléchir à la discipline. On espère que nos auditeurs ont pu aussi, à travers cet échange que vous avez eu à trois, avec un regard aussi de Virginie Minot de l'Académie de Dijon sur la cross-orientation, de pouvoir aussi incarner finalement le métier qui exerce tous les jours et de pouvoir le repenser pour qu'on puisse continuer à défendre notre discipline dans les enjeux du moment, et on sait qu'il y en a de très nombreux. Alors, pour clôturer cette soirée, on a l'habitude de réaliser un petit kiosque. Pour le kiosque de ce soir, 2 documentaires à montrer aux élèves. Je ne doute pas des différents usages que les enseignants d'éducation physique seront capables de faire, à la fois dans les enseignements de spécialité, les options, mais aussi les jours de pluie, quand on doit, faute d'installation couverte, ramener nos élèves rapidement en salle pour leur présenter un petit film ou en tout cas essayer de trouver quelque chose pour les relier à notre discipline. Alors, le premier, sans doute que vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu parler, c'est une production Arte, toute musclée, 4 petits documentaires de 15 minutes, un format très adapté pour lancer la vidéo puis organiser un échange avec les élèves sur les questions soulevées. Les femmes ont dû arracher leur place dans le monde du sport. La série, composée pour le moment de ces quelques épisodes, aborde de façon pertinente des débats qui traversent le monde du sport. Les abdos et fessiers, un libre choix ou une assignation à conformité de genre. Les épisodes sont constitués d'interviews et d'images qui rendent vivante la présentation, à voir et à partager. Deuxième documentaire, toujours sur Arte, culture physique, soit la perche, sprint ou trampoline. Dans la plupart des disciplines olympiques, les performances se jouent à quelques fractions de secondes ou à quelques millimètres près. Bachelard disait que pour bouger un objet d'1 mètre précisément, avec un peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver. Par contre, pour bouger d'1 millimètre, il y a besoin de mobiliser toute une société. Arte décrypte les dessous des lois physiques qui permettent de réaliser les performances. Au-delà de l'entraînement physique et intensif, la compréhension permet de mieux s'entraîner, de comprendre ce qu'on est en train de faire. L'étude des lois à l'œuvre dans la biomécanique permet aux sportifs et aux sportives de s'améliorer. Une série pour voir le sport d'un autre point de vue, celui de la physique. Dernière présentation du kiosque, c'est un livre, Quelle égalité pour l'école, aux éditions L'Harmattan, sous la direction de Loïc Serdadelli. Alors moi je pensais que c'était un livre sur les questions d'égalité, connaissant un peu Loïc entre les filles et les garçons, plutôt dans une perspective historique. Mais en fait, c'est une approche pluridisciplinaire qui est adoptée avec des contributions en sciences politiques, histoire, sociologie, sciences de l'éducation. L'article de Nicole Mosconi est d'une clarté remarquable et devrait être largement lu et partagé. Son article embarque le lecteur et lectrice et l'aide à penser la question des inégalités, qu'elles soient de sexe, de classe sociale, de race ou encore de sexualité. C'est-à-dire finalement l'ensemble des processus de domination qui existent et s'articulent. La notion d'égalité sans condition apparaît comme une aide à penser la transformation de notre société. Un projet de société qui ne met pas dos à dos les différents acteurs et actrices, mais rend désirable l'idée de notre monde rend désirable l'idée que notre monde est possible dans celui-là.
C'est dans cette perspective que l'introduction du livre interroge les conditions. Il y a des principes d'action qui permettent de porter une égalité sans condition, formule qui ne manquera pas de susciter le débat, comme le souligne la conclusion de l'ouvrage. Merci, et pour conclure cette soirée de l'éducation physique et sportive, un petit clin d'œil à une équipe éducative du collège de l'Arc de Méran à Aix-en-Provence qui ont réalisé un clip sur la question de l'harcèlement, un bel outil là aussi à partager et à envoyer, à présenter à nos élèves. Bonne soirée à tous et à toutes. Je raisonne pas trop comme les autres. Je t'en prie. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? Je sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend. Et vous, pas, que feriez-vous à ma place? Ça n'a pas de prix d'être soi. Ça veut dire quoi EPS?